Chers amis, chers collègues, je suis vraiment très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour l'ouverture de notre colloque Économie et fictionnalité dans la France moderne et contemporaine. Avant d'arriver à la substantifique moelle de nos débats et de nos discussions, je suis sûre que vous avez tous hâte d'y être. On a passé par un certain nombre d'étapes. Alors, une petite introduction, petite présentation qui va d'abord porter sur des aspects, vous vous en doutez, techniques. Et j'aimerais commencer d'emblée en vous disant que ce colloque, d'abord, ne pourrait pas exister sans vous. Je vous remercie tous d'être là et je sais qu'au fil des heures et des jours qui viendront, plusieurs personnes vont défiler comme ça pour une présence parfois ponctuelle ou parfois plus longue. Christian Biais, qui est notre co-organisateur dans cet événement, va arriver dans les prochaines heures et va se joindre à nous donc en cours d'événement. Plusieurs participants aussi sont sur le point d'arriver, donc on est content de les avoir ici, qu'ils viennent de près, qu'ils viennent de loin. On est très heureux aussi, bien sûr, de voir que des gens de la communauté de Concordia se sont déplacés, puis on les remercie d'être présents. Ce colloque n'existerait pas non plus, vous vous en doutez, sans le soutien d'un certain nombre de partenaires institutionnels, financiers tout particulièrement, et qui nous fournissent une logistique qui est très, très précieuse, une aide logistique qui est très précieuse. Je voudrais d'abord remercier l'Université Concordia et tout particulièrement la Faculté des Arts et des Sciences et le Office of Research. Je voudrais aussi remercier le Centre Figura, le Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire. Je voudrais remercier deux organismes subventionnaires, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et la Fondation québécoise de recherche sur la société et la culture. Et du côté français, j'ai aussi un certain nombre de remerciements à faire, donc l'Université Paris-Ouest Nanterre-La Défense, l'équipe HAR Histoire des arts et des représentations, l'Institut universitaire de France, l'UMR Littérature, Idéologie, Représentation 18e-19e siècle du CNRS et l'Université Stendhal Grenoble 3. Enfin, au point de vue humain, cette fois, j'ai à remercier trois personnes tout particulièrement, des soutiens précieux dans les dernières semaines qui ont mené à l'organisation de ce colloque et qui vous ont accueilli à l'entrée. Mireille Piché, Geneviève Hamel et Julie Bergeron-Proux, que je remercie chaleureusement. Un dernier petit détail, vous le constatez, nos entretiens, nos échanges vont être captés par vidéo pour être éventuellement mis sur le site l'Observatoire de l'imaginaire contemporain de Figura. Je vous demanderai, si vous le souhaitez, de signer la cession de droit qui nous autorise donc à capter nos échanges. Bien, alors, ceci étant dit, passons à des choses un petit peu plus sérieuses, puis peut-être essayer de comprendre ce qui nous a rassemblés aujourd'hui ici, ce qui a mené à ce rassemblement. Depuis quelques années, Martial, Stéphanie, Christian et moi avons été, au fond, avons exploré des intérêts de recherche convergents. Particulièrement, Martial et Stéphanie avaient travaillé sur le thème de l'économie avec Christian dans un contexte qui concernait surtout l'Ancien Régime. Moi, depuis plusieurs années, mes intérêts de recherche m'ont porté vers les représentations de la richesse et du luxe dans le 19e siècle français. Donc, il était naturel à un moment donné que nos chemins se croisent, et c'est ce qu'ils ont fait plus particulièrement l'an dernier quand on a décidé de tenir ce colloque, auquel donc on a travaillé depuis un an, et qui nous permet donc de se rassembler aujourd'hui au Québec. Je vais laisser tout de suite la parole à Martial pour qu'il nous décrive un petit peu de quel champ scientifique peut-être nos études émergent aujourd'hui. Stéphanie va ensuite engager les choses sur les questions que nous voulons nous poser à l'occasion de ce colloque, et puis je vais finir avec une brève transition qui va nous mener vers la conférence d'ouverture prononcée par nos collègues de l'INRS. Merci à toi. Donc j'en profite pour m'associer à tes remerciements, et tout particulièrement donc remercier notre puissance invitante, l'Université de Concordia, sans laquelle rien n'aurait été possible. Donc nous sommes vraiment très heureux d'être là aujourd'hui et de pouvoir continuer en plus grand nombre ce dialogue incessant franco-canadien qu'on a eu ensemble en petit comité depuis effectivement 2 ans. Donc ça me paraît très important effectivement de fédérer nos intérêts, nos approches, nos perspectives, de croiser nos regards sur un sujet qui ne va pas de soi,
et surtout dans le contexte universitaire actuel, puisque le croisement des champs disciplinaires, en tout cas pour le domaine français, est loin d'être aujourd'hui encore une chose acquise et qui semble aller de soi. On en parlait avec certains collègues il y a quelques minutes. Il y a encore des réticences très très grandes à postuler les rapports possibles entre l'économie, la littérature et les arts, voire d'ailleurs, plus que des réticences, des rejets purs et simples de cette idée qui consiste à faire l'hypothèse audacieuse d'affinité élective entre les arts et l'économie. Alors ce champ de recherche, ces perspectives ont été ouvertes tout d'abord par Christian Bier, pour le domaine français en tout cas, il y a une quinzaine d'années, à travers un objet d'étude un peu plus restreint et tout à fait programmatique de ce qui s'est produit ensuite, qui était donc l'analyse des liens entre droit et littérature, qui l'a conduit assez rapidement à poser le problème de la propriété intellectuelle et littéraire et artistique, mais également des procédures juridiques et judiciaires à l'œuvre dans les textes littéraires, et en particulier le théâtre dont il est un éminent spécialiste, et à mettre en évidence notamment sous l'Ancien Régime, mais pas seulement, les liens qui pouvaient exister entre la scène de théâtre, la tribune politique, le tribunal, la barre, donc des pratiques de discours, des procédures, des procédés oratoires, logiques, cognitifs, comparables entre ces disciplines, pour lesquels, bien souvent, les auteurs, en tout cas à l'âge classique ça fonctionne très bien, et puis au XIXe siècle d'une autre façon aussi, étaient en général, dont ils étaient de très bons connaisseurs, puisqu'ils étaient majoritairement formés par les jésuites au droit notamment. Et puis en 2002, nous est venue l'idée à Nanterre, avec Christian, de monter un colloque plus spécifiquement sur ces questions d'économie et de littérature, qui a débouché sur un livre, donc Art et Argent dans la France des premiers modernes, publié en Angleterre, où d'emblée nous avons posé l'hypothèse selon laquelle l'économie dans la littérature n'était pas simplement réductible à un thème, un topos, une figure récurrente ou non, directement observable, littéralement observable dans les textes, mais reposait en réalité sur une forme un certain nombre de procédures opératoires à l'œuvre dans les textes. J'aime bien cette expression d'économie du texte qui est souvent utilisée de façon métaphorique, mais que nous, on a vraiment essayé de motiver en la prenant au pied de la lettre. Et ceci nous a permis assez rapidement de mettre en évidence un certain nombre de dispositifs esthético-idéologiques ou esthético-politiques, opératoires dans les textes de littérature en particulier, qui jouaient sur l'ambivalence de la question économique et de la représentation de l'argent. Est-ce que c'est une réserve de valeur? On en parlera tout à l'heure. Est-ce que c'est un instrument de mesure? Est-ce que c'est un moyen d'échange? Est-ce que c'est une convention sociale? Est-ce que c'est une représentation symbolique? Est-ce que c'est un équivalent universel de toute chose? Donc il y a tout un travail à mener, évidemment, autour de ces éléments de définition. Et puis, deuxième hypothèse, on a essayé de mettre en évidence déjà à l'époque, et je pense que sur la période qui va nous occuper aujourd'hui, et puis dans les jours qui viennent, la chose est encore plus flagrante. On avait essayé de mettre en évidence ce que j'appelle un peu pompeusement des homologies structurantes ou des interactions, des relations d'interdépendance entre les logiques d'ordre artistique, les propositions, les dispositifs artistiques et les systèmes de créances ou de croyances sur lesquels repose l'économie, qui, on l'oublie trop souvent aujourd'hui, est d'abord et avant tout, sur la période qui m'intéressait à l'époque, c'est-à-dire l'Ancien Régime, une science morale. Et aujourd'hui, elle se construit sur le déni pur et simple de ses origines, en fait, en réalité. Mais il reste la trace de ses origines dans la littérature, et la littérature n'a jamais cessé, justement, de la considérer comme une science morale, ce que, dans un certain sens, elle est aussi, la littérature. Et troisième jalon de cette réflexion, tout ça nous avait conduit à recatégoriser la notion même d'économie en l'envisageant comme un système de créances, de croyances, d'illusions consenties,
qui ne repose, c'est le cas de façon très basique de la monnaie, c'est le cas à plus forte raison, et on s'en rend compte un peu tardivement, de la spéculation financière aujourd'hui. Elle n'a de pouvoir que celui qu'on veut bien lui accorder, en réalité, à partir de phénomènes d'adhésion collective qui peuvent être plus ou moins irrationnels, dont les économistes libéraux nous disent qu'ils sont totalement rationnels, mais qui en réalité ont prouvé à de multiples reprises, depuis 1720 au moins, c'est-à-dire la première invention de la monnaie fiduciaire, des assignats, ont prouvé donc à la fois leur très grande force, leur pouvoir de configuration et de réalisation, d'autoréalisation, et en même temps leur très grande fragilité. Donc voilà un peu tout ce qui s'est mis en place, donc dans un travail qui nous a conduit essentiellement à nous interroger sur l'économie mercantiliste fondée sur un système d'échange, une culture négociante sous l'Ancien Régime. Puis on a fait un deuxième livre avec Christian, Les frontières littéraires de l'économie, où on a essayé de procéder à un élargissement périodique qui allait jusqu'à Proust, en fait, en réalité, jusqu'au tout début du XXe siècle, où on a mis en évidence un certain nombre, dans des corpus très variés, un certain nombre de dispositifs expérimentaux que la littérature mettait en œuvre pour interroger cette fois-ci l'économie de production, de masse, et également les logiques de colonisation de l'imaginaire par ce modèle devenu dominant. Le paradigme économique est devenu entre-temps le modèle dominant par lequel on prétend décliner l'ensemble des comportements humains. Donc un tropisme, en apparence au moins, présenté comme inéluctable ou incontournable. Et puis, on s'est heurté à un moment d'une grande complexité dont Stéphanie va vous parler dans un instant, puisque ça correspond à ses travaux de très près, qui est ce qu'on pourrait appeler le moment libéral, l'affirmation, effectivement, d'une forme de bifurcation historique dans la deuxième moitié du XIXe siècle entre, d'une part, les arts, revendiquant, et c'était tout à fait nouveau à l'époque, une forme de gratuité, d'improduction, d'inspiration incréée, de bohème, de marginalité volontaire, et d'autre part l'économie comme système de production et d'exploitation qui doutait assez peu de lui-même. Donc ce divorce annoncé qui a entraîné un certain nombre de logiques de dénégation, de sublimation de l'économie dans les arts, voire de surcompensation symbolique de la part des arts, a évidemment considérablement compliqué les choses et engagé un retournement herméneutique sur lequel on va s'interroger pendant ces 2 jours. Donc je te laisse la parole. Bonjour à tous. Également, merci. Je ne renouvelle pas les remerciements qui sont pourtant tout à fait sincères. Oui, alors effectivement, j'ai engagé des travaux dans la poursuite en fait, de ce que Martial a pu présenter avec Christian Biais également, sur de ce début 19e siècle et plus généralement 19e siècle, ce moment où ce tournant libéral qui est donc caractérisé, c'est ce que tu viens de dire en fait, par quelque chose qui pourrait passer pour paradoxal justement par rapport à la période précédente, qui est une institutionnalisation des valeurs marchandes. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'économie, le marché, l'argent n'est plus un envers des relations humaines que l'art aurait à révéler, mais se donne comme une valeur légitimée et promue tant sur le plan éthique que politique dans ce 19e siècle. Donc, qui quelque part déstabilise aussi, je pense, l'attitude d'effet de révélateur que peut avoir l'art dans une période plus ancienne. Donc, institutionnalisation des valeurs marchandes et les contradictions que cette institutionnalisation pose, puisqu'on a besoin d'un appareil pour légitimer ces valeurs-là. Deuxième élément qui est la conséquence, ou du moins qui vont ensemble, l'autonomisation de ce champ de l'art et de la littérature dont tu viens de parler, avec des effets paradoxaux qui sont l'apparition, je pensais à ça, d'une part le fameux paradigme de l'engagement, autour de 1848, qui n'est compréhensible paradoxalement qu'à partir du moment où on pose l'autonomie première entre l'économie, la politique d'un côté et l'art de l'autre, puisque l'engagement se pose donc comme une rupture par rapport à quelque chose qui serait déjà acquis d'une autonomie, donc ce paradigme d'engagement, et puis les réactions virulentes contre les fameuses industrialisations de la littérature et ce développement de métaphores économiques pour décrier ce qui serait des contaminations en fait de l'art par l'économie.
Voilà. Et puis troisièmement, donc institutionnalisation des valeurs marchandes, autonomie de l'art et de la littérature avec ses effets étonnants, paradoxaux que je viens de citer. Et troisièmement, l'apparition de la pensée économique institutionnalisée, non pas l'apparition comme théorie, mais comme science, et vraiment la confirmation de ce que tu as dit, c'est-à-dire un détachement de la littérature morale et une promotion de la science économique avec y compris des vertus de prévision, régime dans lequel on est évidemment toujours. Alors justement, dans lequel on est toujours, d'où ce pari en fait d'étendre notre progression jusqu'au XXe siècle et au premier balbutiement de ce XXIe siècle, qui est donc le pari de ce colloque, de choisir de traiter ces questionnements au XIXe et au XXe siècle, sur, deuxième pari, un champ académique élargi, c'est-à-dire pas simplement peut-être le roman ou simplement la littérature. On a essayé d'élargir au moins au théâtre, aux arts vivants et puis même à l'art en général. Donc j'en viens, vous l'avez compris, à la présentation rapide de notre colloque. Donc vous avez tous le programme de toute façon. Alors, au niveau du programme, on a essayé, et je pense réussi, à éviter justement le cadre trop étroit de la progression chronologique. Et vous verrez, on a essayé d'organiser les séances de façon à mettre en valeur les questionnements transversaux, plutôt que de s'en tenir, par exemple, soit la succession chronologique, soit tel genre qui aurait pu être un autre choix. Deuxième chose, on a essayé de mélanger des communications qui vont être vraiment des études de cas avec un plongé dans quelque chose de précis, avec une attitude de recherche qui relève plutôt des sciences sociales d'ailleurs. C'est l'attitude sérielle d'essayer de brasser un corpus un peu plus large pour trouver des tendances dans lesquelles les cas particuliers pourront s'inscrire, nous l'espérons, ou du moins peut-être résonner avec eux. Voilà, donc pour le programme, nous allons commencer vraiment le cœur de nos travaux demain matin, après une fin de soirée, une fin d'après-midi qui va s'annoncer très riche et que Geneviève présentera. Mais d'ores et déjà, je me permets de vous donner rendez-vous demain matin pour la première séance, qui sera consacrée donc à l'économie dans la fiction, entre analogie et fantasme, avec une série de 4 interventions. L'idée étant donc de commencer par une étude des usages de l'économie dans la littérature. Je choisis le mot « usage » pour justement ne pas restreindre cette idée à ce qui serait simplement soit de la citation, soit un reflet, d'accord, ou un traitement comme un thème, un traitement thématique de l'économie. C'est bien les usages de l'économie dans la littérature, avec l'attention, dès donc cette première séance, à ne pas s'en tenir à un seul genre, puisqu'on partira du roman fleuve du 19e jusqu'au théâtre hyper contemporain, et puis à d'autres formes plus rares, on va dire, de cette littérature. La deuxième séance, donc pour l'après-midi, s'intitule « Idéologie, théorie et langage économique dans la littérature ». Il s'agit cette fois de se poser la question des références, des citations directes de la théorie économique et de ces concepts, de ces langages dans ces objets de littérature. Donc un croisement qui s'assume plus manifestement dans la littérature comme un regard sur l'économie et sa théorie. Vendredi matin, alors il y a d'ailleurs un petit changement de programme, très malheureusement, il y a une annulation de la conférence de Daina Ribar, consacrée à l'économie de la littérature, poésie et travail ouvrier. Et donc, je peux d'ores et déjà vous annoncer que nous vous accueillerons, non pas à 9h, mais à 10h, donc nous gagnerons 1 heure de sommeil, pour réunir du coup les 3 interventions ensemble dans la même séance, qui s'intitule donc « Dénégation et sublimation de l'économie ». Ces 3 interventions ont pour commun de considérer la littérature comme un lieu de la négociation entre des valeurs qui se donnent comme contradictoires, ou non. Ce sera sans doute l'intérêt d'ailleurs de la diversité des approches. Mais voilà, penser la littérature comme un lieu de négociation de ces valeurs et de leurs contradictions. Et puis la dernière séance de notre colloque
occupera le vendredi après-midi et s'intitule « Penser conjointement l'art et l'économie à l'heure du capitalisme moderne ». Alors c'est la seule session qui aura une cohérence chronologique à affirmer dans son titre, donc sur la période strictement contemporaine, où on voit quand même émerger dans des lieux institutionnels différents, dans des champs académiques différents, un effort commun pour penser des objets qui sont d'emblée communs à l'art et à l'économie. La fiction, la propriété, le travail. Donc là, on est dans on est dans une communauté d'objets. Voilà, c'est ça qui réunissait ces différentes interventions. Enfin, nous aurons l'immense plaisir d'accueillir Yann Boulier-Boutan pour une conférence de clôture intitulée « Fables de l'économie et économie de la fiction économique ». Pardon, oui, c'est ça. Qui, en plus, poursuivra très bien l'aspect contemporain de la dernière session et qui clôturera avec brio, je n'en doute pas, notre colloque vendredi soir. Voilà pour cette lecture suivie du programme.